commencé par être un physicien et ensuite un homme d'affaires, et puis depuis 25 ans, j'écris. C'est une démarche qui est au fond assez cohérente parce que dans chacun des cas, le propos de fond, c'est la recherche de la vérité. C'est le fait du physicien qui cherche à expliquer un phénomène de la nature, pour cela définit un modèle, et une fois qu'il a son modèle, son devoir absolu, son devoir secret, est d'en chercher un meilleur, parce qu'il n'atteint jamais la vérité. L'homme d'affaires est exactement dans la même situation. S'il a du succès avec un produit ou avec un service, il doit savoir que ça ne va pas durer, qu'il faut qu'il ait de l'imagination, qu'il s'adapte, qu'il trouve autre chose, parce que de toute façon, s'il ne fait rien, la concurrence va rentrer et va le dépasser. Donc, le travail n'est jamais terminé, et ça passe par une remise en cause permanente. Quant à l'écrivain, je n'ai même pas besoin de le dire, parce que c'est celui qui se retrouve le plus dans une situation où il est sans cesse remis en cause par lui-même. Le propos de l'écrivain est de décrire l'âme humaine. Mais l'âme humaine, c'est compliqué. Oui. C'est insaisissable, c'est imprévisible. Et du coup, au fil de l'écriture d'un roman, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de se rapprocher tant qu'on peut des personnages en les écoutant. Évidemment, ils ne parlent pas physiquement, mais ils s'expriment dans notre imagination. Quand on décrit une scène, une fois qu'on l'a écrite, eh ben on la relit et on se dit, est-ce que ça sonne juste ou pas? Vous lisez à haute voix? Ah, toujours. Toujours. Oui, oui, toujours. C'est vraiment le test ultime. Mm-hmm. Et puis en général, c'est rare que ça colle du premier coup, qu'on saisisse avec un mot ou une phrase exactement la personnalité de celui dont on décrit les actes. Donc voilà, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Il termine un jour où on n'en peut plus, où on dit, bon, soit je dois rendre mon manuscrit, soit je deviens fou, et puis ensuite on passe à autre chose. Et ça recommence, c'est-à-dire, oui, parce qu'à chaque roman, on est au bas de la montagne. Hein. Il n'y a pas... C'est pas le mythe de Sisyphe. On n'en est pas loin, au fond. On n'en est pas loin, parce que chaque fois, on espère atteindre quelque chose qui se rapproche de la vérité. Une utopie. Est-ce que la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est quand c'est pas trop faux. Voilà. Vous êtes l'auteur donc de multiples essais, récits, pièces, romans. Vous avez obtenu plusieurs prix littéraires. Votre dernier roman s'intitule « Tu seras mon père » aux éditions Grasset. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner envie de le découvrir? Ce roman décrit un dilemme très cruel. Un enfant de 7 ans a avec son père un rapport fusionnel. Chacun admire l'autre, est tendre avec l'autre. Son père, un industriel des glaces à Vérone, se fait enlever par les Brigades Rouges. Il est relâché après 2 mois, une rançon a été payée. Il rentre chez lui, détruit. 15 jours après, il se suicide. Les années passent, ce garçon se retrouve dans une école suisse, en Suisse romande, dans un internat, et il a, avec le professeur de théâtre, c'est un passionné de théâtre, avec ce professeur de théâtre qui est italien lui aussi, une amitié merveilleuse et réciproque. Chacun admire l'autre sincèrement et a beaucoup d'estime pour l'autre. Oui, ce sont des âmes sœurs. Le professeur lui-même a perdu son père très jeune. En fait, il ne l'a jamais connu. Mais voilà, il y a un problème, et ça, le lecteur l'apprend très vite, c'est que ce professeur est catastrophé parce que dans une vie antérieure, sous un patronyme différent, il était l'un des penseurs, l'un des théoriciens des Brigades Rouges. Et il a indirectement participé à l'enlèvement du père de ce garçon. Il est catastrophé, je l'ai dit, et cet homme n'aura de cesse de laisser filtrer des
des indices pour que ce garçon apprenne qui il est et ce qu'il a fait. Et toute la question est de savoir si ce garçon qui a trouvé en cet homme un père de substitution, pour dire le mot, est-ce qu'il arrivera à assumer cette nouvelle paternité? Et évidemment, cela passe par un pardon. Est-ce qu'il arrivera à pardonner à cet homme? Toute la question est là. C'est un livre sur le pardon. C'est un livre sur le pardon, et j'ose le dire, dans des circonstances extrêmement personnelles, parce qu'on utilise ce mot de pardon dans toutes sortes de situations. Vous voyez, par exemple, si on passe à un problème immense qui est le problème de la Shoah, le problème de l'Holocauste, est-ce qu'il faut pardonner ou pas pardonner? Moi, je me dis, qui suis-je? Qui suis-je pour cela? Si ma famille avait été exterminée, ce serait une situation. Ce n'est pas ma situation. Je ne peux pas me substituer à ces gens. Je ne peux pas me mettre à leur niveau pour décider si je dois pardonner ou pas pardonner. C'est quelque chose qui leur revient à eux. Je peux évidemment haïr ce qui a été fait. Ça, c'est autre chose. Mais je ne me sens pas justicier dans cette affaire. Est-ce que vous êtes comme Rousseau? Est-ce que l'homme est bon par nature, ou est-ce que finalement, qu'est-ce que vous en pensez je pense que l'homme est bon par nature et l'homme est con par nature aussi. Et quand il est en qu'il société... ne connaît pas où est son intérêt très souvent. Est-ce que la société l'améliore? Vivre en société? Je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que la société fait surgir des besoins et puis crée de la dissension. On est en concurrence dans la société. Même au XVIIIe siècle, Rousseau était en concurrence avec Voltaire. Voilà. Donc c'est humain. C'est paradoxal, n'est-ce pas, qu'il soit bon et qu'il soit en même temps crétin, très souvent, pas tout le temps, grâce à Dieu, mais très souvent crétin. Mais est-ce que l'être humain peut s'améliorer en société, ou il s'améliore dans la solitude? Enfin, personnellement, je crois beaucoup à la solitude, beaucoup plus qu'à la société, où on est en quelque sorte brinque-ballé. Donc le Covid-19 vous a pas trop dérangé? Le Covid-19 m'a amené à réfléchir à beaucoup de choses. Oui. Beaucoup. Votre prochain projet d'écriture, peut-être? Ah non, pas ça. Non, j'ai beaucoup écrit pendant toute cette période de confinement, mais certainement qu'il m'a amené à m'interroger sur beaucoup de choses. Et ça, c'était dans la solitude. Est-ce que vous êtes plutôt souvent déçu par la nature humaine, ou au contraire non, je suis émerveillé, optimiste. Émerveillé, je ne sais pas, mais je suis optimiste. Malgré ce que je vois, je suis optimiste. Vous pourriez nous dire 2-3 mots sur la thèse de Canetti? Alors, qui revient souvent dans votre livre. Oui, elle revient. Elias Canetti, donc prix Nobel de littérature, a écrit un livre majeur qui s'appelle Masse et puissance, dans lequel il expose sa théorie selon laquelle l'homme déteste être touché par ce qui lui est étranger. Et la seule façon qu'il a de se protéger, c'est de se fondre dans la masse des hommes, dont il fait partie intégrante. Ça, c'est la masse. Et dans cette masse, il est comme les autres. Évidemment, au passage, il n'est personne, alors. Il perd son individualité, exactement. Il perd son individualité. Mais au moins, ainsi, il se protège. Alors, c'est évidemment... Mais il ne s'épanouit pas. Ah non, il ne s'épanouit pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que s'épanouir implique... Du courage. Très souvent, voilà, exactement, du courage, et implique qu'on accepte la critique, qu'on accepte l'ostracisme, pas seulement l'échec, l'ostracisme, la mise en cause. Ah, mais celui-là, il n'est pas comme nous. Il se détache de nous, donc il est contre nous. Ça, c'est le prix à payer. Surtout à notre époque, avec les réseaux sociaux, où finalement, ça s'accentue peut-être, cette histoire de masse. Ah ben, c'est d'une actualité criante. Voilà, criante. Quel livre conseillerez-vous
à nos lecteurs? Ou alors, est-ce que vous avez un livre de chevet ou un auteur Alors, je n'ai pas un livre de chevet, mais à vos auditeurs, je ne conseillerais pas d'acheter les miens, parce que j'imagine que de toute façon, ils le feront. Écoutez, j'ai lu récemment 2 petits bijoux. L'un de Jean-Noël Pancrazy, intitulé « Les années manquantes ». C'est véritablement un petit chef-d'œuvre qui a à peine plus de 100 pages. Jean-Noël Pancrazy parle avec une grande délicatesse et beaucoup de style des années de sa jeunesse, lorsque les Français d'Algérie ont été chassés et ils se sont réfugiés au sud de la France. Il a vécu des années difficiles et il en parle avec... C'est les pieds noirs ou c'est ça? Non. Oui, les pieds noirs. Et il en parle avec une grande délicatesse et une extraordinaire humilité. Parce qu'il réussit ce tour de force où, au fond, il ne parle que de lui et il ne parle jamais de lui. Il parle de lui en décrivant les autres, en décrivant ceux qui l'entourent. Et ça, je peux vous dire que l'humilité dans le milieu des écrivains, c'est quelque chose qui est assez peu courant. Voilà. C'est vrai, vous le vendez très bien, ce livre. Voilà. Et puis l'autre, c'est L'homme sans identité de Xavier Leclerc. Oui, je crois que ça s'appelle L'homme sans identité. Je vais chercher. Qui est donc Xavier Leclerc, c'est un pseudonyme, ou plutôt c'est un nouveau nom que cet homme a pris parce qu'il avait un prénom et un nom arabe, n'arrivait pas à trouver du travail, et il est brillant, hein. Il a changé, et maintenant on le demande partout. Et il raconte le drame de son père. Encore une histoire de Encore père. Une histoire. Alors, la première histoire, c'est donc des Français, et la seconde, c'est des Arabes. Même drame, l'existence. Très beau texte. C'est la rentrée littéraire ou c'est des livres qui Alors, existent ils sont récents. C'est pas la rentrée, mais ils sont récents. Leclerc, c'est la rentrée. Pancrazy, c'est un peu avant. Quel est le rôle de l'écrivain, s'il y en a un? Ah, certainement qu'il en a un. Alors, c'est un rôle qui est majeur. Je le dis en toute humilité, c'est un rôle qui est majeur. D'abord, c'est le rôle que doit assumer tout artiste, c'est-à-dire qu'il porte sur le monde un regard qui est neuf. Il voit des choses qui existent depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau, mais il les voit différemment, il les voit à sa façon, il les raconte à sa façon, ce qui permet aussi au lecteur d'en prendre acte, comme il n'en a jamais pris acte jusque-là. Alors ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses qui est plus importante, c'est que, et j'y crois très profondément, et c'est pour ça que j'écris, c'est que l'homme n'a aucun moyen de se construire si ce n'est à travers les histoires d'autres personnes. Comment sinon, s'il est seul sur Terre? Et ces histoires, c'est la Bible, c'est les évangiles, c'est le Coran, ce sont des histoires. Et le roman poursuit ce travail, pas toujours du même rang, ça, on est d'accord, mais on est là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut se construire qu'à travers d'autres personnages. Et lire un roman, c'est une façon tout en tournant autour de ces personnages, de se découvrir soi-même. On se retrouve dans un personnage. Moi, je crois que le plus beau compliment que j'ai entendu à propos d'un livre, ce n'était pas à propos d'un des miens, je vous rassure, à propos d'un livre, c'est une de mes petites filles qui a dit à sa mère un jour, « J'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi. » Alors là, elle se retrouve complètement.
et elle en tire quelque chose et elle se construit avec ça. Alors, donc, il y a toutes sortes d'expressions artistiques. Moi, je me suis beaucoup occupé de musique. Je crois beaucoup au bienfait de la musique. Mais la musique, elle a un côté quand même un peu pervers. Elle enrobe. C'est beau, la musique. On est toujours d'accord avec la musique. Le mot, il est impitoyable. Le mot peut faire mal, oui. Oui, il va jusqu'au bout. Il dévoile. Le mot, c'est un coup de poing. Par contre, vous pensez qu'on peut vivre à travers les livres sans jamais vivre d'expérience? Ah non. Non, il faut vivre sa vie. Les livres viennent en apprentissage, en quelque sorte, permettent d'apprendre la vie, de découvrir, d'élargir les horizons, et de comprendre soi et de comprendre autrui. En cela, ils sont irremplaçables. Moi, je crois que le roman est quelque chose d'irremplaçable dans la vie des hommes. Pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre? Avec plaisir. Donc, c'est lorsque Renato, le personnage central de Tu seras mon père, apprend le passé de son professeur, M. Mantegazza, qui s'appelait avant Rivolta. Et Renato demande à sa gouvernante, qui est la personne qu'il aime le plus au monde, qui le comprend, plus que sa propre mère, il lui demande s'il doit ou non accorder son pardon à son professeur. Et lui écrit une lettre magnifique qui dit ceci: « Maintenant je vois clair, Mantegazza a payé sa faute, et même 3 fois. Il a fait 5 années de prison. Il a écrit une thèse courageuse, et si j'ai bien compris, il a montré que les brigadistes étaient des imbéciles, et cela lui a valu des ennuis. Il s'est engagé à l'Institut, pour toi et pour beaucoup d'autres, sans relâche, pendant tant d'années. Et puis, disons-le, si les brigadistes avaient de sales méthodes, leurs idées étaient justes et généreuses. Tu crois que je vais te dire, voilà plein de raisons de pardonner? Eh bien non, ce sont de mauvaises raisons. Pardonner en trouvant des excuses, c'est un pardon pauvre, un pardon de comptable. Ce ne serait pas digne de toi, pas digne du fils de mon Francesco. Il y a autre chose de plus important. Cet homme t'a demandé pardon, pas par les mots, je sais, mais il a fait mieux. Il t'a demandé pardon par les actes. Il t'a regardé avec tendresse, il t'a écouté, il s'est mis à ta place et t'a conseillé. Il t'a donné autant qu'il pouvait te donner. Et il a été jusqu'à t'aider à découvrir son passé. J'imagine que de tout cela tu es conscient. Si tu devais lui pardonner, ce serait pour cette seule raison. Il t'a demandé pardon par les actes. Merci Metin Arditi. Pour terminer, je voudrais savoir quels sont vos projets? Eh bien, il y a un livre qui sort le 29 mars. On n'en dit pas plus ou on a le droit de donner le titre ou un petit indice peut-être, un mot-clé, quelque chose? C'est une vie de Jésus. Wow. Voilà. C'est un livre important pour moi, très important. Très important. Oui. Et pas un livre simple, pas un livre facile, pas un livre ni facile à écrire, probablement pas facile à lire. C'est un livre très intense, qui a été écrit dans l'intensité. Maintenant, je ne peux pas juger moi-même, évidemment, de son intensité aux yeux du lecteur, mais qui a été écrit dans une grande intensité, parce que ce sont des thèmes qui me sont très, très proches, très chers, et souvent très douloureux. Pour connaître un peu l'homme derrière l'écrivain, alors je vais vous poser des questions, il faut répondre sans trop réfléchir. Si vous étiez une couleur? Bleu, forcément. Si vous étiez un animal? Un singe. Un voyage? La mer Méditerranée. Une fleur? La rose. Non. Le coquelicot. Il y a une raison? Plein de raisons. D'accord. Si vous étiez un plat? La salade d'aubergine.
comme l'a préparé ma mère. Avec des épices, j'imagine. Non, avec du fromage blanc, c'était son secret. Ah, vous avez dévoilé le secret de votre maman. Vous savez le cuisiner? Non, mais je sais le manger. Ah oui. Si vous étiez une saison? Oh, j'imagine l'automne. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez une citation ou une devise? Oui. Alors, on écoute. Ben, c'est un mot de Nietzsche dans Zarathustra. À chaque instant, l'être recommence. Merci, Metin Arditi.